Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et nous, notre but, c'est d'aider les marques à créer les meilleures expériences digitales sur toute notre plateforme, donc site web, mobile, app. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Célia, comment vas-tu ? Très bien, Alexis. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, avec moi dans le mode Covid, on va pas se mentir, on est encore à distance. Alors si vous entendez des petits gazouillis, c'est du côté de Célia qui est moitié intérieur, moitié extérieur. Si vous entendez des aboiements, c'est mon petit chiot qui s'exprime dans la pièce d'à côté. Voilà, c'est les vraies conditions de la vraie vie, mais je pense qu'on s'est tous habitués à ça. Bah, déjà, Célia, je tenais vraiment à te remercier d'avoir rejoint un peu le podcast Yaniro. On a eu des super invités et je pense que là, on va encore aborder des choses qu'on n'a pas abordées sous un autre angle et tu as été chaleureusement recommandé. Et comme tu le sais si bien, je ne vais pas me risquer ni à présenter ce que tu fais, ni à présenter Content Square. Je vais te laisser le faire. Tu le feras bien mieux que moi. Merci Alexis. Donc moi je suis Célia, je suis Chief People Officer chez Content Square. J'ai rejoint l'aventure il y a 4 ans quand on était 110 encore et principalement français. Alors, qu'est-ce que c'est Content Square ? C'est une solution SaaS, donc c'est une plateforme d'experience analytics. Et nous, notre but, c'est d'aider les marques à créer les meilleures expériences digitales sur toute notre plateforme, donc site web, mobile, apps. Et on vient de lancer une fondation, donc notre mission, elle est un peu plus large aujourd'hui. C'est carrément favoriser l'accès au digital pour tous, et notamment les personnes en situation de handicap. Et sinon, Content Square, c'est plus de 700 clients. Aujourd'hui, on est plus de 800 collaborateurs sur plus de 8 sites, donc répartis un peu partout dans le monde. Et puis voilà, c'est donc une très belle aventure. Donc effectivement, très belle aventure et une culture très, très, très solide. Ça va être évidemment le sujet de cet épisode, parce que donc toi, tu as eu, la chance et même avant toi de, voir qu'est-ce que ça veut dire, consolider, faire vivre une culture dans une start-up et surtout, arriver à la maintenir quand, la boîte grossit beaucoup, beaucoup, quand, l'international vient se mêler à tout ça, quand on passe de start-up à scale-up à, en fait, il y a quoi après? Je sais plus, mais en tout cas, ça n'en finit pas de grandir. Et donc, c'est l'objectif très ambitieux qu'on s'est fixé. Et Célia relève le défi avec même plus que du courage, avec la niaque, de tacler ce gros sujet qui est le sujet de la culture dans des boîtes qui évoluent tout le temps. Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on est parti là sur ce challenge ambitieux? On est parti. Eh ben, déjà, il y a une question qui se pose et je pense que ça vaut le coup de la poser pour poser les bases. C'est quoi la culture? On entend beaucoup parler de ce terme, de la culture, dans le milieu startup. Ça revêt une importance qui est forte, mais finalement, si on devait faire une définition de la culture, avant même de parler de la culture chez Content Square, qu'est-ce que c'est selon toi? Donc pour moi, c'est vraiment 2 choses. La culture, c'est ce qui est déjà commun à un groupe. Donc c'est ce qui va le souder, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est appris, tout ce qui s'est transmis. Donc le poids des traditions est très fort là-dedans. Donc un, c'est ce qui soude, mais deux, c'est ce qui différencie aussi. C'est ce qui différencie du reste. Donc c'est vraiment la partie les traits distinctifs, quoi. Et c'est pour ça que quand on parle d'une culture d'entreprise, c'est important de comprendre ce qui fait la différence et ce qui fait notre côté unique par rapport à ça. Et du coup, c'est aussi, forcément, ce qui va, différencier un groupe d'un autre et on parle d'une entreprise, mais on peut parler d'un pays. Moi, il y a une définition qui est assez, assez musclée, mais qui me plaît bien, parce que je viens des sciences humaines, comme tu le sais. C'est, la culture, c'est la somme des règles implicites de comportement, des croyances et effectivement du passé qui unit un groupe et auquel il faut adhérer sous peine d'être exclu du groupe. Est-ce que ça se fait un petit peu, tout seul? Donc effectivement, c'est une définition qui est plus musclée, mais où on retrouve la notion de c'est ce qui rassemble et mécaniquement, une bonne culture a forcément un côté un peu clivant.
Bah, du coup, la question qui se pose, immédiatement, c'est, la culture de Content Square, quelle est-elle? Et surtout, bah, comment est-ce qu'elle a été consolidée concrètement au démarrage? Pourquoi vous êtes arrivés, assez vite à une, situation où vous vous êtes dit: «Il faut consolider, la culture», enfin, retour quelque part à la genèse de la culture Content Square. Alors, c'était important effectivement qu'on définisse la culture pour se dire c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous différencie. Et donc, quand on parle de ça, c'est important de revenir un peu à la source et au créateur. Donc, dans la culture chez Content Square, le poids de Jonathan Cherki, notre fondateur CEO, a beaucoup d'impact. Donc lui, il a créé Content Square au sein de l'incubateur de l'ESSEC. Donc c'est son projet de vie. Donc c'est notre fondateur, mais c'est aussi notre premier vendeur. Donc il y a un esprit quand même très sales, très commercial. Et il y a un côté, j'aime le challenge avec une ambition extrême. Donc moi, je me rappelle quand j'ai rejoint l'aventure il y a 4 ans, par exemple, c'était sur le marché, les startups à Paris, elles voulaient souvent, elles visaient d'être les leaders européens, mais John, c'était tout de suite leader mondial. Et il l'a fait. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc c'est une ambition extrême, mais c'est une ambition qui est très saine. Il n'y a pas d'ego parce que comme on veut aller décrocher les étoiles, on se focus sur ce qui va nous aider. Donc peu importe finalement entre guillemets qui sont les personnes et on accepte de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Parce que Jonathan, c'est aussi un fondateur qui est jeune, il faut l'avoir en tête. Il y a aussi du coup, comme c'est son projet de vie, un esprit assez famille. Alors, je sais que ça peut créer le débat, ces histoires de famille versus les teams. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer quelque chose de très fort ensemble. Et c'est d'avoir du fun. Et donc, les valeurs d'esprit d'équipe, de team spirit et l'enthousiasme, c'est quelque chose de très, très fort chez nous. Et quand je disais qu'on s'est entouré très vite pour grandir aussi, c'est on est allé chercher des seniors justement pour attaquer tous les chantiers où on n'était pas équipé. Et ça, très rapidement. Et on a pris aussi beaucoup de risques dans ce côté challenge, ambition. Et nous, en fait, on voit même pas ça comme des risques. Alors moi, j'aime bien. Au Canada, ils disent pas take risks, mais ils disent take chances. Et je pense que ça nous définit pas mal parce qu'on voit finalement dans les risques des opportunités. Et voilà, et on avance comme ça. Et donc ça, je pense que ça pose pas mal les jalons déjà de comprendre un petit peu qui est Jonathan Cherki et de quel type de personnes il s'est entouré, parce que c'est ce qui fait finalement l'ADN de Content Square et ce qui a été porté relayé finalement à chaque fois qu'on a grandi, qu'on s'est étendu à l'international aussi. Donc voilà un petit peu sur ce qui fait l'ADN de Content Square. Mais alors, comment ça a été consolidé? Donc concrètement, c'est un travail qui était important pour nous de formaliser la culture et de formaliser nos valeurs. Et c'est un travail qui a été fait il y a 4 ans. Au moment justement du départ de John aux États-Unis. Donc il était quand on a le capitaine au sein du bateau, c'est un peu différent que quand il s'en va. Donc on voulait s'assurer que son départ n'allait pas finalement disrupter le navire. Donc on a fait appel en fait à un prestataire qui s'appelle Fly the Nest, qui est notre partenaire historique, et on a travaillé sur 2 choses à l'époque. Donc on a créé une méthodologie de travail qui s'appelle le master plan. Donc, en gros, on définit la mission de l'entreprise et nos visions court terme, moyen terme, long terme. Et pour la vision court terme, qui est en général à 6 mois, on définit tous les axes business et on définit par mois les résultats à atteindre pour être sûr qu'on atteigne notre vision court terme. Et ça, du coup, c'est une méthodologie vraiment basée sur l'empowerment, sur l'ownership des sujets. Et donc, tout le monde peut déjà avoir la visibilité de où on va et comment on y va. Et ensuite, peut dire, bah, moi, ça m'intéresse de contribuer. Donc, encore de façon hiérarchie très flat. Et surtout, donc désolée pour mes anglicismes, hein, ça va arriver tout au long de l'épisode, mais aussi vraiment sur prends la place, peu importe qui tu es, d'où tu viens, chez Content Square, si tu peux apporter de la valeur, vas-y. Voilà. Et donc ça, c'était le premier travail, donc la méthodologie, mais ça fait partie de la culture de l'entreprise. Donc le travail très collaboratif, le côté transparence de où on va, le côté on se challenge, parce que tous les 6 mois, on comprend que dans des environnements qui évoluent aussi vite que les nôtres, et ben ça change tout le temps. Donc en fait, on prévoit à 6 mois, 12 mois, et à chaque fois qu'on arrive aux 6 mois, ben on se pose la question de si la mission, enfin si la vision des 12 mois, elle est encore bonne pour les 6 mois prochains, ou est-ce qu'on doit changer de cap. Et le deuxième travail qu'on a fait avec Lizeness, c'était justement mettre à plat nos valeurs. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que les équipes ont été emmenées en workshop à l'époque. Et donc, les valeurs, elles sont pas venues du fondateur. Donc, ça n'a pas été top-down comme approche. On a rassemblé les équipes et on est parti des valeurs des individus, des valeurs qui avaient été perçues ou que les personnes pensaient qui étaient bien incarnées chez nous, pour définir les valeurs finales
finalement qui était entre les deux, entre les valeurs personnelles et les valeurs incarnées et vues dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a 5 jolies valeurs. Et ce qui est très important, c'est que les phrases sont plus importantes que les mots. Et donc, juste pour les citer rapidement, c'est le team spirit. Donc, je vais laisser en anglais parce que c'est comme ça qu'on les présente, mais donc l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment le grow faster, better together. Il y a vraiment une idée de on y va ensemble et c'est la force du collectif. Donc, ça, c'est important. Uniqueness, le côté unique où vraiment on veut célébrer les différences. On a grandi comme ça. On s'est toujours entouré de personnes de backgrounds différents, avec des expériences différentes qui venaient de partout dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de 50 nationalités différentes quand même dans nos bureaux. L'enthousiasme, c'est hyper important. On sait qu'on travaille dur, mais on a besoin d'avoir du fun. On veut être excité sur ce qu'on fait et on crée beaucoup d'excitation dans tous nos projets. La créativité, l'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement important et on veut se challenger toujours. Essayer de, je disais, prendre des risques pour être dans la disruption, mais essayer d'avoir toujours un temps d'avance. Et l'ambition, bien sûr, je le disais, ça c'est très porté par Jonathan, mais du coup par toutes les personnes dont il s'est entouré. Et c'est le côté, on peut toujours aller plus loin. Et il a une phrase qui est rigolote, qui est When there is a will, there is a way. Et moi, je sais que même à titre personnel, mon mari en peut plus parce que pour tous mes projets, même personnels, quand je vois un petit, voilà, un petit défi, je lui dis mais t'en fais pas, on va y arriver. When there is a will, there is a way. Et donc c'est vraiment très ancré dans ce qu'on fait. Voilà, mais ça c'était la première étape, c'était définir les valeurs et après on va les retrouver un peu partout. Donc comme toutes les startups, oui, c'est sur nos murs, on a des jolies affiches, mais je crois pas que ce soit le plus important. Ça va être, on va les retrouver dans nos process. Et la partie la plus clé, évidemment, c'est dans nos rituels, dans les moments d'entreprise, dans nos façons de faire, dans nos façons de voir les choses et dans nos façons d'être ensemble. Alors là, déjà, mais j'ai 1 million de questions. Je suis, hyper bluffé, par, ta capacité de synthèse, Célia, parce que là, j'ai l'impression qu'en 10 minutes, on a fait, toute l'histoire avec Jonathan, avec, comment, la culture se consolide et puis qu'est-ce que ça donne et les valeurs. Enfin, ça me donne envie de te poser plein de questions. La 1re question qui me vient, et après on va passer effectivement à la partie de la mise en musique de la culture, enfin, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien et effectivement des valeurs, notamment ce n'est pas que sur les murs. Euh, c'est il y a un biais ou quelque chose qui est pas si simple ou qui pose débat en start-up notamment, où c'est un outil, la culture et les valeurs. C'est est-ce que culture égale valeur ou si culture n'égale pas valeur, culture égale valeur plus autre chose? Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Toi qui as vu, bah, justement la construction, qui a pu échanger avec, tes pairs, sur ce sujet-là. Et je t'avoue, pour être tout à fait honnête, que, même pour moi, c'est pas si simple. Enfin, c'est-à-dire que la les valeurs sont bien évidemment l'un des outils importants de la manifestation de la culture. Les manifestes peuvent l'être aussi, mais je serais très curieux d'avoir ton sentiment là-dessus. Non, c'est très vrai et c'est pas une question facile et je pense pas que j'ai la réponse exacte à ta question. Mais pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Les valeurs, c'est une expression de la culture. La culture est beaucoup plus large. Parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans la culture. Et c'était la définition que tu as apportée au démarrage. Les valeurs, c'est quelque chose qui est très in the face, finalement, c'est très affiché. Et ça va nous servir un peu comme North Star, mais la culture, c'est quelque chose qui parfois n'est pas palpable a priori. Et d'ailleurs, ça, c'est un des enjeux en temps Covid, quand on est en remote. Nous, ça a été une vraie question. Comment est-ce qu'on arrive dans nos process de recrutement ou dans nos onboarding qui se font à distance, comment est-ce qu'on arrive à faire percevoir ce côté finalement impalpable de notre culture? Et parce qu'on peut pas juste envoyer un deck avec des valeurs, avec des process, etc. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Et donc, c'est pour ça que tous les enjeux de l'employer brand, je dirais au total, c'est d'essayer de créer des contenus qui permettent de donner ce ressenti. Donc, je pense qu'on est plus sur du ressenti, sur l'impalpable, que justement sur ces mots, sur ces valeurs. Donc, j'ai pas une réponse très claire à t'apporter, mais j'espère que ça donne déjà des éléments de compréhension. C'est un peu l'idée, hein, et effectivement, moi, il y a eu un autre élément, que je voulais apporter sur lequel je serais très curieux d'avoir ton avis.
quand on le prend par le prisme des sciences humaines, qui est mon background, comme je le disais, la culture et donc les valeurs sont intrinsèquement, sont très liées au principe même de personnalité et de logique de personnalité. La manière dont on pourrait lire les choses, par exemple, c'est que Jonathan a une personnalité très vraisemblablement de fonceur, un peu compétiteur, à être énergisé par les défis, par l'amélioration continue, etc. Et mécaniquement, ça infuse dans une culture parce qu'on va recruter des gens qui sont attirés par ce genre de fonctionnement-là et que petit à petit, ça crée quelque part un tout qui est relativement cohérent, ce qu'on peut retrouver dans l'interculturel entre pays. Enfin, si vous passez du temps en Suisse ou aux États-Unis ou en France ou en Asie du Sud-Est, il y a des règles fondamentales qui pourraient presque s'apparenter à des personnalités de pays. Et donc ça, c'est déjà pour le souligner qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture par nature. C'est comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Chacun a à la fois des drivers puissants et des angles morts. Et ma question, c'est à quel point c'était quelque chose qui était clair dans la tête de Jonathan ou dans la tête de tout le monde au début. On s'est dit, bah voilà, c'est un peu rigolo, c'est charmant et Content Square est vraiment à l'image de Jonathan. Ou à quel point ça vous est apparu presque après coup en vous disant, ah bah en fait, c'est vrai que c'est rigolo, tout ceci est très cohérent. Non, je pense que je pense pas que c'était prémédité à ce point. Je pense qu'on s'est quand même rendu compte au fur et à mesure que voilà, quand on crée quelque chose, on a tendance à s'entourer, surtout au démarrage, de personnes qui nous ressemblent, qui adhèrent en tout cas à notre vision, hein, c'est certain. Et tout s'est véritablement cascadé comme ça. Donc c'est quand on fait ces exercices aujourd'hui, qu'on regarde en arrière, qu'on se dit, mais le poids de Jonathan, le poids de sa personnalité, le poids de ses ambitions et de sa vision a énormément influencé finalement la culture de l'entreprise. Et c'est pour ça que, donc, on en parlera un peu plus tard certainement, mais pendant les acquisitions, quand c'est d'autres cultures, comment est-ce qu'on arrive à avoir un match? Et là, ça devient plus complexe parce que ça c'est pas de façon aussi progressive. Voilà. Ouais, on va en garder parce qu'effectivement, déjà, il y a la question de souligner et de consolider la culture, et après, elle vient forcément être chahutée par la croissance. Je fais une petite page autopromo pour les podcasts Yaniro. On a reçu il y a quelques temps Anthony Bourbon de Feed dans le podcast donc My Own Leadership sur les sujets de leadership, précisément sur ce sujet, et ça reste à titre personnel un de mes épisodes préférés parce qu'effectivement, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire quand on a un désalignement entre la culture interne et le branding. Parce que pendant un temps, donc Feed s'est rebrandé récemment, notamment pour réaligner la réalité de ce qu'est Feed l'entreprise avec Feed la marque où il y avait un petit grand écart. Je vous spoile pas plus, je vous invite à l'écouter. Tous ceux qui ont déjà écouté Anthony savent que c'est une bête de scène au micro, et ceux qui l'ont pas écouté vont le découvrir. Donc, on va parler de culture parce qu'effectivement, une fois qu'on s'est explicité les règles de vie qui font qu'on est un groupe homogène qui aime travailler ensemble et que on les met in your face, comme tu disais, face à tout le monde. Moi, j'utilise beaucoup d'anglicisme aussi. Hein. On est maudit hein, dans le milieu startup, et j'ai fait le deuil hein, là-dessus, moi, en ce qui me concerne. La question qui se pose, c'est comment se manifestent un peu ces piliers culturels, ces valeurs dans chaque processus de l'organisation. Parce qu'on le sait bien, les valeurs, quand on pense aux grands groupes, ça nous fait presque rire, quoi. Ça devient bienveillance, innovation, autre mot creux. Ça a été décidé par un cabinet de conseil très cher et un COMEX, et puis à la fin, c'est sur les murs et c'est tout. Dans les startups, soyons clairs, c'est très différent, et dans la réalité des faits, c'est dans la majeure partie des cas, c'est beaucoup mieux fait, aussi parce qu'on a le luxe d'être dans une entreprise qui est un petit peu plus de taille plus humaine. Mais donc, tout ça pour dire que dans la réalité, la culture et les valeurs ne trouvent leur expression la plus complète que quand elles existent partout dans l'organisation. Donc, comment ça s'est passé pour vous, et peut-être à travers votre exemple, donner un peu une checklist de tous les endroits dans lesquels la culture et les valeurs doivent avoir un impact et trouver une réalité, selon toi, hein, évidemment. Tout à fait. Et alors déjà, juste pour revenir à ce que tu disais sur la cohérence de la brand avec l'employeur brand, c'est très important, tu as raison. Et donc nous, déjà, sur la culture, ce qui est important de comprendre, c'est que notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de créer des expériences, d'accord, des meilleures expériences digitales. Donc ça, c'est les marques qu'on va aider à créer des meilleures expériences digitales. Nous, du coup, et en tout cas moi avec mon équipe,
dès qu'on travaille sur quelque chose, on essaie de le créer en tant qu'expérience. Donc, la première étape sur la culture, où est-ce que ça va se formaliser, c'est donc sur cette expérience salariée. Et donc là, je vais parler de choses un peu pratico-pratiques, mais sur les process. Donc, on va commencer par ça, mais tu verras qu'il y a la partie informelle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui aussi est très, très importante. Donc, sur la partie process, si on reprend ce qu'on appelle l'employee journey, ça démarre avec le recrutement, d'accord, et avec la marque employeur. Donc, évidemment, là, il faut communiquer sur qui on est pour attirer les bonnes personnes. Et c'est ce que j'expliquais, très important d'être en totale transparence, finalement, parce que, justement, la culture est différenciante et parce que la culture exclut et que c'est pas grave, mais qu'il faut juste être très honnête avec qui on est pour s'assurer que les personnes puissent s'y retrouver. Donc, bien évidemment, donc marque employeur et le process de recrutement lui-même. Donc, nous, on a designé toute notre expérience candidat autour de nos valeurs aussi culturelles. Donc, des process qui sont ambitieux. On essaie de les rendre enthousiasmants, d'impliquer des gens pour notre team spirit. Donc, on essaie d'y mettre nos touches finalement culturelles à chaque étape. Et puis surtout d'assesser, donc d'évaluer les valeurs, ce qu'on appelle le cultural fit. Alors bon, il y a des débats cultural fit, cultural add, mais en gros, ce qu'on se dit, c'est que si on voit que la personne ne s'y retrouvera pas en termes de culture, ça marchera pas. Et on préfère 10 fois renoncer à un excellent professionnel plutôt que d'avoir quelqu'un qui va pas être bien finalement dans notre environnement, parce qu'on sait déjà que ça marchera pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est le recrutement. Et c'est vrai que ce point, il est important et ça vaut le coup d'être souligné. On va beaucoup insister sur cette notion du côté clivant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, mais par contre, une bonne manière de comprendre la culture dans sa manifestation précise, c'est de jouer la contraposée. Prenons votre valeur ambition, go beyond yourself, donc l'ambition, aller plus loin que soi-même. C'est ni bien ni mal, c'est une émanation d'une personnalité, d'une intention, de quelque chose. Et forcément, ce que ça veut dire, c'est que des profils qui adorent le dépassement vont être comme des poissons dans l'eau, et peut-être que des personnalités qui sont moins comme ça vont trouver que c'est un environnement qui est épuisant. Et ça me fait penser à, alors c'est la grande base, je pense, qui a beaucoup apporté ça en lumière dans le milieu tech. Netflix a fait beaucoup de choses là-dessus et a théorisé le truc en disant une bonne culture est censée être le paradis pour les gens qui font partie de cette culture et peut être potentiellement un enfer pour les autres. Et la réponse, c'est juste de dire que c'est pas très grave. Il y a plein d'options pour ces personnes-là, et autant que possible, le culture fit, c'est du recrutement qui va dans les deux sens, hein. Ça vaut le coup de retrouver une boîte qui fit avec comment on fonctionne. Exactement. Et moi, je suis dans mes process de recrutement pour mon équipe, je leur dis toujours, hein, je suis très transparente, je leur dis globalement, avec notre niveau d'ambition, on est toujours en train de faire un marathon, mais en mode sprint. Donc, il faut être préparé à ça. Donc, moi, je leur dis, j'ai l'impression d'être un pompier, je vais éteindre des feux et j'adore ça. J'adore le feu de l'action, mais alors, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas grave. Mais je préfère le dire, comme ça, la personne, elle ne vient pas, et après, elle est complètement déboussolée. Et c'est hyper important d'être transparent sur ce qu'on vend. Voilà, pour assurer une bonne qualité de service, hein, finalement, c'est comme partout. Donc, voilà. Et donc, comme je te disais, après le recrutement, c'est l'onboarding. Et donc là aussi, hyper important d'assurer la communication sur notre culture au long du process. Donc ça, c'est la première immersion des équipes, bien sûr, avec l'entreprise. Et donc, c'est comment est-ce qu'on commence à les acclimater à qui on est. Donc, nous, on a encore designé notre programme d'onboarding sous cette forme d'expérience. Et par exemple, tous les mois, en fait, on rassemblait hors Covid toutes nos équipes qui nous rejoignaient, donc tous les newbies. Ils venaient de partout dans le monde, passer quasiment une semaine à Paris. Et on leur donnait accès, du coup, à des présentations faites par l'exec team parce qu'on a un souci d'accessibilité, de transparence. On les onboardait avec les présentations de nos enjeux, de nos ambitions. Moi, je passe du temps en tant que Chief People Officer à présenter notre culture en y mettant des anecdotes pour qu'ils comprennent bien à quoi ça fait référence. Et on fait des cultural workshops. Vraiment, voilà, on met beaucoup d'emphase là-dessus. C'est très important pour nous. Donc, onboarding, après, je passe à l'étape suivante.
Et je vais pas tous les faire, mais pour faire une vue un peu globale, mais les process de performance qui sont évidemment importants. Donc comment est-ce qu'on va assesser la performance? Et la performance, c'est pas que du delivery, c'est pas que la réalisation de purs objectifs business, mais c'est aussi comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc par exemple, nous, on peut moduler les notes de performance par rapport à l'incarnation des valeurs, par rapport au comportement des équipes. Et c'est extrêmement important de se dire, est-ce que c'est des personnes qui correspondent et qui incarnent finalement, qui lead by example. Voilà, donc on regarde tout ça de très près. Et alors, moi, une des questions que je me pose, mais je me doute, qu'il y a d'autres manifestations, donc effectivement, au-delà de la partie leadership. Quelles ont été depuis que tu es chez Content Square, des zones sur lesquelles vous vous êtes rendu compte, que la mise en musique de la culture ou des valeurs au quotidien était pas si simple? Parce qu'il y a des choses effectivement, le recrutement entre guillemets, je vais pas dire que c'est simple, parce que ça l'est pas, mais en tout cas, on l'imagine assez bien. Comment est-ce que du coup, on essaye de faire le culture fit? Enfin, il y a eu beaucoup de théories. Est-ce qu'il y a eu, enfin, sur quelle zone il y a eu de l'itération où tu t'es dit, l'onboarding au début, l'onboarding, il reflétait pas vraiment ou pas assez notre culture, ou les process de performance ou des choses comme ça. Enfin, où est-ce qu'il y a eu de l'essai-erreur que tu peux partager pour que ça aide un peu les gens qui nous écoutent, qu'ils soient RH, founder ou vraiment juste intéressés par ces sujets, à se dire, sur ça, c'est pas si simple et ça demande de tourner un petit peu autour du pot, de faire tourner le Rubik's Cube jusqu'à trouver la bonne chose. Oui, je pense que les enjeux les plus forts là-dessus, c'est effectivement l'adoption. Hein. Et donc, sur la performance, c'est pas simple. Et c'est pas simple parce que ça demande aussi beaucoup de courage managérial que d'accepter finalement d'évaluer, de sous-évaluer un très très bon performeur pour des questions finalement d'adéquation aux valeurs. Donc ça c'est quelque chose d'important et sur lequel il faut qu'on travaille encore euh, pour euh, pour bien faire comprendre que il faut pas avoir court terme sur ces sujets-là. Et quand on veut construire quelque chose de long terme et de solide, il faut accepter finalement parfois de faire ses compromis. Donc ça, c'est pas si simple sur la partie performance, très clairement, et je pense que nous, on peut encore s'améliorer là-dessus. Et l'autre sujet donc que j'allais aborder, c'est la partie leadership programme. Pourquoi? Parce que ce sont nos représentants, ce sont nos capitaines de navire, nos managers et nos leaders. Et voilà. Et donc nous, effectivement, ce qui était drôle quand on a lancé nos leadership programmes, c'est qu'on se rendait compte que nos managers, il y avait plein de choses qu'on attendait d'eux en permanence. Et à chaque fois, on était autour de la table, on disait mais c'est pas possible, ça marche pas. Mais le manager devrait le faire. Et puis, à force de se dire ça, on s'est dit, peut-être que le manager ne le sait pas, en fait. Peut-être qu'il comprend pas bien ce qui est attendu de lui. Et donc, c'est comme ça qu'on a réuni nos managers, qu'on a organisé des workshops et qu'on a défini ce que c'était nos piliers du management et du leadership chez Content Square. Et finalement, comme dans chacun de nos nouveaux process et de nos nouveaux projets, on s'est souvent basé sur nos valeurs en se disant, voilà, quelles sont les valeurs chez Content Square et du coup, en termes managérial, comment est-ce que ça va se traduire. Mais pareil, aujourd'hui, comme on grandit très vite, je pense qu'on est un petit peu en retard sur la robustesse de nos programmes de développement pour nos managers et c'est quelque chose sur lequel on veut absolument creuser et continuer de s'améliorer. C'est extrêmement important. Et justement, on va travailler notamment sur un index pour mesurer aussi la qualité de notre management parce qu'on sait à quel point ça a de l'impact sur l'engagement et la rétention des équipes. Petite question que je me pose, parce que j'imagine il y a beaucoup d'autres endroits, d'autres zones sur lesquelles les valeurs trouvent et la culture trouvent une manifestation. Euh, Où est-ce que, encore une fois, je pense aux RH, aux founders qui nous écoutent et à toutes les personnes globalement qui sont confrontées à ce sujet-là. C'est quoi les zones, là tu as parlé du leadership qui est un très, très bon exemple, c'est quoi les zones sur lesquelles le sujet de la culture et des valeurs n'est pas évident, il saute pas aux yeux, mais où dans ton expérience, en fait, ça a un impact très fort de potentiel désalignement. Tu vois, tu parlais tu disais, dis donc, c'est bizarre, le leadership, il y a un truc qui grince et on sait pas quoi. Et en fait, quand vous avez mis le doigt sur le fait que il y a une question du leadership Content Square qui fonctionne avec les valeurs, ça a décoincé les choses. Alors, ça se fait pas en 2 minutes, hein, j'imagine, mais toujours est-il que. Quelles sont les autres zones dans les sujets people, RH au sens large, où, selon toi, ça vaut le coup de réfléchir parce que même si c'est pas évident, en réalité, on est encore sur un enjeu où l'alignement avec les valeurs et la culture va apporter quelque chose de vertueux et inversement, si on fait pas attention, on se retrouve assez vite désaligné.
Ouais, donc là, on bascule sur toute la partie plus informelle, hein, où la culture, reste clé. Hem, donc moi, je pense, très spontanément à, par exemple, la communication, qui doit être très alignée avec sa culture. Donc, on peut pas, enfin, il faut qu'on fasse ce qu'on dise, hein, c'est important. Walk the talk. La prise de décision, par exemple, la façon de prendre les décisions, ce qu'on va valoriser en interne, versus ce qu'on va finalement rejeter entre guillemets, ou ce qui sera moins apprécié. Donc tout ça c'est très important. Et moi ce que je voulais te dire, c'est que donc dans la culture, donc hors de ces process, ce qui va compter, c'est un peu cette partie informelle qui est le style, hein. Donc nous, ça va se traduire par le work hard. Donc je te disais, on a le work hard play hard, on le voit dans pas mal de boîtes. Mais quand on parle du work hard, c'est en mode ambition encore. On a des projets à l'appel à proposer à nos salariés. Tu vois, en 4 ans, sur les 2 dernières années, on a fait 4 acquisitions. On a lancé notre fondation, on a lancé notre incubateur de start-up à Paris. Donc voilà, on dit qu'on est ambitieux, on fait des choses ambitieuses. Euh, on dit qu'on est dans une méthodologie team spirit, collaborative. Bon, on est très en mode projet chez nous. C'est très peu hiérarchique. D'ailleurs, notre COO, quand il fait nos onboarding programmes, il démarre en général ses sessions et il a une slide. Alors c'est, voilà, il dit fuck the org chart, parce que chez nous, on s'en fiche de ta reporting line. Ce qui compte, c'est ton impact et on t'encourage à lever la main, à partager tes idées, etc. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Voilà, chacun peut avoir un impact et on a des super exemples de personnes qui ont grandi dans l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui était au début stagiaire côté data analyst, qui lors de notre hackathon annuel a lancé un projet pour développer notre plateforme de learning and development et qui du coup a atterri dans mon équipe pour continuer le projet, quoi. Donc incroyable. Notre façon d'innover, donc je parlais du hackathon, ça c'est important, puis surtout notre manière de vivre ensemble. Donc, si dans notre façon de vivre ensemble au quotidien, c'est décorrélé de ce qu'on dit, les gens s'en rendent compte. Et d'ailleurs, on s'en rend compte très vite, hein, parce que faut pas se leurrer, mais aujourd'hui, les feedbacks négatifs remontent beaucoup plus vite que les feedbacks négatifs en général, hein. Donc, on a quand même des radars assez rapidement qu'on peut voir passer au rouge. Et voilà. Et nous, par exemple, on a des enjeux aujourd'hui. C'est comme beaucoup d'entreprises, on se pose la question de quelle sera notre approche du remote demain. Et il y a quelque chose qu'on a communiqué depuis le début. Et on y va très doucement, hein, parce que c'est des sujets sensibles dans cette période de pandémie mondiale. Mais ce qu'on a dit depuis le début, on ne veut pas être une boîte full remote parce qu'on croit vraiment très fort au être ensemble. Et donc, on veut continuer à investir dans la vie de bureau et dans les moments ensemble. Donc, ça sera peut-être différent, ça sera peut-être moins, mais mieux. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça nous guide, cette culture, dans la façon dont on prend nos décisions et dans le type de décision qu'on prendra. Et j'imagine, tu as parlé du work hard, j'imagine que dans votre style, le play hard n'est pas en reste. Exactement. Donc ça, c'est la partie chouette, hein, dont on adore parler. Et sur la partie play hard et donc sur cette partie de culture, nous, on a pris une approche un peu particulière. Depuis le début, on s'est dit, la culture d'entreprise, ça peut pas être top-down. Donc, je te l'expliquais avec les workshops, avec les équipes. Mais au-delà de ça, ça peut pas, toutes les initiatives peuvent pas venir juste de la direction. Et donc, ce qu'on a fait, on a en fait créé ce qu'on appelle des culture crew. Donc, sur chacun de nos sites, on a des volontaires on leur donne un budget et c'est eux finalement qui animent un petit peu la vie du bureau, etc. Mais qui sont aussi nos représentants pour nous faire remonter les sujets si besoin. Et voilà, parce qu'on considère que finalement une entreprise c'est une petite société et que il est de la responsabilité de tout à chacun de contribuer à la création de cet environnement de travail. Donc voilà. Donc voilà sur cette approche. Et après, ces moments d'entreprise très forts dont je te parlais, ces traditions, les choses qui restent, dont tout le monde se rappelle toujours et qui font partie de la culture Content Square et de notre ADN, on a notre notre kick-off annuel où pré-Covid, on avait la chance de pouvoir rassembler toutes nos équipes une fois par an, worldwide. Donc voilà, il se trouve qu'il y a maintenant 1 an et demi, on avait rassemblé plus de 600 personnes
On s'était retrouvés, on avait organisé des workshops, on avait fait beaucoup la fête pour partager des moments vraiment qualitatifs ensemble. Et puis plein de petits moments, mais bon, là que tu vas retrouver dans pas mal de startups, les Friday beer, les petits apéros informels, les team building entre équipes, etc. Et alors à ce stade-là, je vais, revenir un petit peu au point fondamental parce que c'est en plus c'est vraiment, je pense une transition parfaite qu'on soit sur le côté, play harder, du work hard. C'est, on en a parlé, on le sait, hein, je pense que toi tu l'as vécu aussi, de différentes manières. En start-up, on est toujours exposé au nouvel objet brillant. On fait: «Ah ouais, attends, mais le culture crew, j'y avais pas pensé, ça donne vachement envie, j'ai écouté Célia, est-ce que je vais pas le mettre en place chez moi? Ah non, mais en fait, les congés illimités, ceci, cela, la transparence. Ah, bref, il y a toujours des choses exotiques et sympas. Je fais un petit salut à Pierre, de Pierre Monclos de Youno, avec qui on avait parlé de tout ça. Et rappelons-le, hein, je remets un peu j'allais dire, le sujet au milieu. Tout ceci, tous ces process et hors process, ce style qui est vraiment très enthousiasmant. Alors, on a envie d'y aller. Moi, j'ai envie d'y aller, hein. J'ai Content Square, j'ai Yaniro à développer, mais là, comme ça fait envie. On C'est recrute, très hein. lié à ce qu'on à ce qu'on s'est dit, le team spirit, le uniqueness, l'enthousiasme, creativity, ambition, etc. Et du coup, la question que je me pose et qui pourra peut-être pondérer et apporter de l'eau au moulin de celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de copier-coller quelque chose que tu viens de dire, qui ont l'air sympa, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées, parce que personne n'est parfait, qui n'ont pas pris, ou après coup vous vous êtes dit non mais ça on a essayé parce que ça semble bien sur le papier, mais en vrai c'est pas nous quoi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des bouts de process, des petites initiatives où après coup vous vous êtes dit non mais évidemment que malheureusement ça n'a pas pris et c'est pas surprenant, tu vois, exactement comme ce que tu disais sur le leadership un peu différemment, où ça grinçait un peu parce qu'en fait il y avait de l'huile à mettre dans les rouages et cette huile bah, c'était l'alignement avec votre culture. Ouais, bah, justement sur la partie culture crew, c'est, à cause de certains échecs dans le passé où à chaque fois on lançait des initiatives, on voulait faire plaisir aux équipes et elles nous disaient: «Ah c'était sympa ce que vous avez fait, mais on aurait pu faire ci ou ça aurait pu être mieux fait là». Et on se dit: «Bah, en fait, vous savez quoi? Vous savez mieux ce que vous souhaitez et nous on est très heureux, de vous donner ce pouvoir donc voilà». Et on s'est dit: «Bah, parfait, on va laisser les équipes faire pour elles-mêmes, on leur délègue complètement». Donc ça, c'est une des anecdotes. L'autre, justement, sur la partie reward, et surtout parce qu'on s'est pas mal développé et à l'international et aux États-Unis, où Jonathan est parti vivre maintenant depuis quasiment 4 ans. Il y a quand même beaucoup cette culture du reward, des badges individuels, le meilleur employé du mois, ce genre de choses. Alors chez Content Square, vu qu'on a ce côté très collaboratif, euh, très très compliqué d'amener ce sujet. On n'a toujours pas trouvé la formule magique parce que en vrai, on ne veut pas récompenser les efforts individuels parce que chez nous, c'est quasiment jamais individuel. C'est du travail d'équipe sur quasi tous les sujets. C'est très très rare. Donc tout le monde met sa pierre à l'édifice, mais finalement, c'est un effort collectif. Et donc voilà. Et je te rejoins beaucoup sur le fait que oui, il y a plein de super tendances, etc. Et que c'est toujours très tentant de les reprendre, mais en fait ça fonctionne pas forcément parce qu'effectivement il faut que ce soit aligné avec ce qu'on est. Et nous justement c'est des vrais sujets, donc on n'hésite pas en fait à être en décalage avec peut-être les tendances et de se dire bah non, nous on assume en fait parce que nous on est comme ça, bah du coup on va pas faire comme tout le monde. Et justement là on est en train d'adresser des sujets qui sont sensibles, par exemple sur la partie diversité, équité, inclusion. On est en train de préparer avec notre équipe dirigeante des workshops pour définir notre vision sur ces sujets-là. Et déjà, on se dit, attention, il y a des choses sur lesquelles on ne fera pas de compromis, même si peut-être, voilà, ça paraît être l'évidence, mais parce que priorité sur ça, et que on acceptera peut-être de ne pas être tout parfait, etc. Donc voilà. Donc on se prépare aussi sur certains sujets à se dire peut-être qu'il y a des attentes, peut-être qu'on va pas toujours y répondre exactement comme tout le monde veut, mais c'est pas grave parce que c'est aligné avec notre histoire et avec notre ADN. Mais c'est je suis archi fan de ton exemple sur le culture crew parce que, c'est déjà parce que ça donne la vraie vie, hein. Quand on soulève le capot, ce que tu disais, tu es en mode pompier, et tout est toujours en déséquilibre parce que c'est ça aussi qui est derrière l'ambition. Bah, ça veut dire qu'on itère et j'adore parce que de l'extérieur, évidemment qu'on se dit: «Mais mais bon, comment ça se fait que Team Spirit
et que c'est nous qui centralisons la création d'expériences, de culture, alors que c'est hyper logique de le donner à tout le monde. Mais il n'empêche que bon, bah, il y a que l'itération qui permet ça et on y avance petit à petit. J'insiste quand même lourdement là-dessus et je donne un exemple qui me fait sourire parce que je l'ai eu ce matin, pour te dire. On parlait donc avec un groupe de managers de différentes entreprises des sujets de feedback, enfin de la capacité à transmettre du feedback. Et il y a donc une manager d'une boîte dont je tairai le nom, qui globalement, plus ou moins disait, «Bah, je comprends pas, j'ai essayé un feedback radical candor un peu musclé, et ça a pas pris en interne, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop fragiles et tout» et puis on a redétricoté le truc et effectivement, ils ont une culture, qui est pas du tout une culture du hustle, du très frontal, très cash et du coup, l'outil en tant que tel, même si le feedback, reste un bon outil, reste à faire rentrer dans la culture. On ne c'est le point de départ est toujours la culture et on ne peut pas, prendre un outil tel quel et essayer de le développer dans une entreprise en espérant que ça prenne parce que, bah, voilà, le point de départ, le socle, c'est la culture. C'est ce qu'on essaye de dire et du coup, bah, est-ce que vous monitorez, j'allais dire l'impact de votre culture particulière? Comment vous mesurez que vous êtes aligné, que vous êtes désaligné, que vous faites les bonnes choses. J'imagine que c'est une partie de ce que tu fais, de ce que vous faites, tes équipes et toi? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas évident, hein, de mesurer l'impact de la culture, vu qu'il y a beaucoup d'implicites, comme on le disait, mais ça va se traduire à plein d'égards. Heu, bon, alors on a quand même des métriques, qui sont, utilisées par beaucoup d'autres entreprises, hein, par exemple, l'INPS. Donc voilà, nous, on est hyper contents, parce que surtout en période covid, sur les 2 derniers, semestres, on était 48 et c'est une super note puisque, un score excellent est à 50, donc on était hyper contents. On travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle CultureAmp, où on fait des pulse surveys, du coup, tous les 6 mois. Et ils développent en fait une méthodologie où ils nous donnent un engagement score. Donc là aussi, on peut mesurer l'engagement des équipes. Glassdoor, c'est un bon indicateur aussi pour regarder un peu la réputation et ce qui se dit et quels sont les points de frustration, au contraire, les éléments qui plaisent aux équipes. Et puis après, ça peut se traduire par d'autres choses. La participation aux événements en interne. Donc, par exemple, les culture co, quand elles organisent des événements, à quel point les gens vont y participer, mais aussi à quel point les gens vont venir à nos rendez-vous business. Donc, nous, tous les mois, on a John, notre fondateur, qui organise ce qu'on appelle un fireside. Donc, tous les salariés peuvent poser des questions anonymes et on y répond en live. Et donc voilà, le nombre de questions qu'on va recevoir, la participation à ces rendez-vous-là. Et puis quand on voit aussi, on a lancé donc je te disais des workshops sur la partie diversity, equity, inclusion, et on a en fait encore une fois un peu comme sur le modèle des culture crew, on s'appuie sur des volontaires qui sont nos comités diversity, equity, inclusion en local, et donc de voir qu'il y a des gens qui en plus de leur job veulent se mobiliser pour des sujets d'entreprise à impact global. Bah voilà, ça montre quand même l'engagement. Les work from home task force, etc. Et puis les initiatives individuelles. Il y a plein de gens qui entreprennent finalement en interne. Et je pense que l'exemple phare, c'est pendant le Covid, où quand toutes les cartes étaient sur la table au début de la crise, parce qu'on savait pas comment ça allait se passer, on a dit bah on fera pas de coupe de salaire, on fera pas de licenciement lié au Covid, etc. Mais par contre, on va revoir nos budgets pour être beaucoup plus focus sur le must-have. Et les execs, par contre, vont faire un effort et couper une partie de leur salaire. Et là, les salariés, certains ont levé la main en disant bah nous, on veut aussi contribuer à cet effort et couper une partie de notre salaire pour participer. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est un des moments les plus incroyables que j'ai vécu dans ma carrière, je dirais, en termes de. Enfin, je pense que c'était extrêmement émouvant pour tout le monde. Voilà. Et ça, alors ça, pareil, ce dernier exemple, tu as raison, c'est quand même, une belle manifestation, de cohérence. C'est un super exemple on le répète, hein, mais c'est mon job, hein, de répéter les choses pour que ça soit très ancré, heu, d'à quel point les choses doivent enfin, les manifestations ou certaines décisions doivent être prises par le prisme de la culture. Parce qu'isolé, là, on se dit: «Tiens, il y a quelqu'un qui a proposé de couper son salaire pendant le covid». On peut le prendre avec un angle assez gloomy, hein, en se disant: «Ah là là, dis donc, c'est les salariés qui trinquent» et cetera. Alors que quand on comprend la manière dont Content Square fonctionne, en réalité, c'est effectivement très aligné avec des personnes qui sont en mode team spirit, qui disent: «Bah, on va essayer de s'en sortir ensemble». Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça et ambition en disant, voilà, ce qui est important, c'est le long term goal et c'est une période qui est difficile et on va se serrer les coudes tous ensemble. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est ça que je vois. Mais c'est tout à fait autre chose de le voir par le prisme de votre culture que ex nihilo, quoi, j'allais dire. Exactement.
Et alors, comme si c'était pas assez compliqué de construire une culture, vous avez la bonne idée, d'avoir la bougeotte, de jamais tenir en place, et de grandir, très, très vite, très, très fort. Tu nous l'as un peu partagé, ça prend plein de formes, vous avez fait des acquisitions, vous vous étendez sur différents pays. Globalement, ça vaut ce que ça vaut. Vous êtes en hyper croissance et ça fait pas 2 semaines, hein, globalement, ça fait un petit moment. Heu, Pourquoi, avant de rentrer sur la question de comment gérer la culture en hypercroissance, comment conserver la culture en hypercroissance, parce que toute personne qui est un tout petit peu attentive à ce qu'on s'est dit sur la définition de la culture aura bien compris que mécaniquement, à partir du moment où on se rapproche d'acteurs qui existaient déjà, bah, ces acteurs-là avaient une culture avant qu'on arrive. Quand on s'étend sur d'autres pays, les pays ont une culture avant qu'on arrive aussi. Enfin, il y a plein de c'est pas si simple du coup. Heu, Avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire 2 mots, vu que toi tu l'as vécu de plein fouet, sur, bah, c'est quoi la réalité de la disruption, du changement constant, de l'hypercroissance et à quel point ça vient mécaniquement chahuter, la culture? Oui, donc ce que tu dis, hein, l'hypercroissance, c'est de la disruption, c'est du changement constant, c'est souvent défini comme le chaos. D'où l'importance de la culture qui est ton socle, qui est tes fondations, ce à quoi tu te réfères. Donc comment tu gardes ça? Ça commence avec un point clé et c'est ce qu'on se disait, il faut que ce soit incarné, donc ça c'est la base, hein, et notamment par tes leaders, parce que c'est ce qui fait qu'on va continuer à la créer et qu'elle se maintient. Après, ce qui va être essentiel, c'est communiquer sans cesse. Et on rigolait avec notre CEO parce que on entend de plus en plus des leaders qui nous disent, moi en fait, je suis Chief Repeating Officer. Pourquoi? Parce qu'il faut répéter sans cesse, pour être sûr que finalement tout le monde comprenne bien le message et de la bonne façon. Donc c'est vraiment communiquer autour de cette culture, donner des exemples et des anecdotes. Donc par exemple, l'anecdote que je t'ai donnée sur la coupe des salaires, ben pour le Team Spirit, ben, évidemment c'est plus récent. Avant, je donnais d'autres exemples. Et donc c'est très important de remettre au goût du jour finalement notre façon de raconter la culture parce qu'elle a évolué et parce que les gens vont plus s'y reconnaître. Donc ça c'est très important. L'autre point clé, c'est surtout pas faire de compromis. Et ce que je disais, c'est pas toujours évident. Et surtout quand on a la pression du temps, de la croissance très forte, on a fait on a commis des erreurs. Hein. Par exemple, quand on est allé aux États-Unis, on a commis des erreurs de recrutement parce que on a parfois fait des compromis sur certaines de nos valeurs ou sur des éléments de notre culture pour des questions de rapidité et de vitesse d'exécution. Ensuite, il faut apprendre de ces erreurs classiques. Et puis, ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est la chose vraiment importante, c'est dans tout ce qu'on fait, toujours s'y référer. Donc, dans la façon dont on avance, c'est être guidé par ça. Et nous, c'est vrai que il y a quelque chose qui est important. Donc, dans chaque projet qu'on lance et un nouveau défi hein, finalement qu'on adresse, où on l'a pas fait, où c'est nouveau pour nous, on se dit toujours, ok, si on va là, est-ce que c'est cohérent? Et ça, c'est vraiment un mot-clé. Et dernièrement, de plus en plus, où souvent je discutais avec notre CEO, on se disait, mais est-ce qu'on est cohérent si on fait ça et voilà. Donc, c'est le walk the talk hein, dont on parlait. Donc, je pense que ça, c'est la clé. Et c'est le dans un autre vocabulaire qui veut dire la même chose, c'est ce que je présentais quand je parlais d'alignement, enfin d'avoir tout qui est aligné, entre valeurs, les recrutements, la manière dont on présente, certaines choses, ça va effectivement. L'alignement, on parlait du branding, avec Anthony de Feed, tout ça c'est la même chose, c'est de la cohérence. Alors du coup, peut-être les 2 elephant in the room, donc les éléphants dans la pièce, quand on parle de culture et d'hypercroissance, c'est évidemment le sujet de l'interculturel, donc l'internationalisation, et à l'autre bout du spectre, des acquisitions, des fusions, enfin globalement intégrer d'autres structures. On commence par quoi? Parce que tout ça, ça apporte son lot de questions, mais pas forcément les mêmes. Allez, on commencerait pas par. Tu parlais des US, est-ce qu'on parlerait pas d'internationalisation? Donc la question, très simplement, hein, alors moi j'adore, hein, je pose la question de manière simple, et c'est toi qui a la charge délicate d'y répondre. Qu'est-ce que tu peux partager sur ce que vous avez fait, sur comment réussir un peu l'internationalisation sans, trahir sa culture, garder de la cohérence, sachant qu'on commence à intégrer, des pays qui ont leur forte, culture, et qu'est-ce que vous avez peut-être raté sur le chemin qui vous a appris, à faire ça? Ouais, et ben effectivement, je dirais que sur ce point-là, on a appris en marchant. Et en fait, c'est pas facile hein, d'aller à l'international.
Et on a commis des erreurs. Donc, quand je disais, quand on est arrivé aux US, quelques erreurs de recrutement, parce que c'est une culture qui est quand même beaucoup plus individualiste. Donc, quand nous, une de nos valeurs, c'est la collaboration et le team spirit, bah voilà, parfois on a pris des personnes qui n'étaient pas trop dans cet esprit et ça a apporté son lot de problèmes. Et donc, il a fallu aussi faire comprendre cette valeur, notamment de team spirit aux États-Unis. Qu'est-ce que ça voulait dire derrière? Le fait que ça ne veut pas dire qu'on on ne valorise pas les achievements individuels, mais que globalement, on est dans le partenariat et que c'est le succès collectif qui va compter. Donc voilà, il a fallu être assez didactique aussi sur ces sujets-là. Pareil, quand on est allé en Israël, sur des choses bêtes et méchantes, hein, mais quand on organisait des événements, dans notre kick-off annuel, réunir des équipes, pour eux, le Shabbat, c'est à partir du vendredi, donc faut le comprendre. Il faut qu'il y ait de la nourriture cachère. Donc tout ça, faut être très conscient. Mais après, c'est pas que sur aller sur des nouveaux territoires. Il y a aussi le fait qu'on fait grandir nos équipes sur chacune de nos géos avec des profils internationaux. Donc finalement, les chocs culturels, ils sont partout en fait. Même à l'intérieur d'une même géographie, finalement, il va y avoir plein de personnes qui viennent du monde entier. Et comme je te le disais, on a plus de 50 nationalités en interne. Et donc, la première chose, c'est d'être aware. Donc, c'est d'éduquer sur les différences culturelles. Donc, moi, j'organise en fait dans notre onboarding programme un petit workshop pour tous nos newbies, pour leur dire à quel point c'est important déjà d'être juste conscient des différences culturelles, de se les approprier un petit peu pour voir les différentes traînes. Et comme tu les disais, moi, j'utilise pas mal de livres sur ce sujet. Il y en a un que j'aime particulièrement qui est Cultural Map de Erin Meyer, et je crois que tu le cites dans un de tes podcasts d'ailleurs, qui est la clé, qui m'a Je l'adore. voilà, qui m'a même à titre personnel aidé puisque je suis mariée à un Américain, donc ça m'a donné aussi des clés de compréhension. Et voilà, et surtout, ce qui est très important, c'est accepter que on n'a pas les clés, donc il faut se faire aider. Quand on arrive sur des nouveaux territoires, il faut arriver en toute humilité et faire son audit, comprendre justement comment ça fonctionne là-bas, et surtout tous ces temps forts de l'entreprise, sur toutes ces façons de faire, sur toutes ces façons de voir les choses. Est-ce que eux, ils ont des angles d'approche différents? Et après, juste mapper les différences et soit les expliquer, soit évoluer. Et c'est ça finalement le culture add entre guillemets par rapport aux cultures fit, parce qu'on s'enrichit de tout ça. Donc voilà. On a appris donc en marchant, mais il y a aussi une bonne technique, c'est que on a envoyé des personnes, des ambassadeurs clés, hein, à chaque fois qu'on a ouvert des pays. Et donc on a envoyé des personnes un peu historiques de nos équipes pour nous aider finalement, en plus d'avoir des personnes qui connaissaient bien en local les traditions culturelles, des personnes qui connaissaient la culture mère entre guillemets. Et donc ça permet de faire un bon combo. Ouais, j'ai une question, que c'est plus un sujet que j'ai gardé en tête sur lequel j'aimerais bien ton avis, encore une fois, hein. Là, c'est, l'avis de Célia, c'est pas forcément le côté, les clés complètes, hein, mais j'en profite parce que c'est vraiment là-dedans. Il y a un investisseur qui a partagé quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que je suis assez d'accord, qui disait que si on devait dépouiller, les profils d'entrepreneurs à une caractéristique clé, s'il devait choisir sur qui miser, la compétence ou la caractéristique, ça serait quelqu'un qui est coachable. Donc quelqu'un en français, je ne sais pas comment on dit, mais qui arrive à recevoir des retours, qui apprécie, qui n'a pas beaucoup d'ego tout en ayant confiance en lui, qui est très ouvert, etc. Ça m'est beaucoup resté, hein, et je pense que c'est globalement une caractéristique que ça vaut la peine d'essayer de la développer chez soi en général, et qui est pour moi intéressant dans des recrutements et dans des choses comme ça. À quel point c'est quelque chose qui est clé pour vous, justement pour favoriser une intégration harmonieuse et être dans le culture add quand on intègre des cultures différentes? Est-ce que quelque part, tu parlais d'un peu d'erreurs de recrutement aux US, vous êtes attentive à dire bah, les personnes qu'on recrute, on fait très attention à ce qu'ils soient coachable ou autre représentation de la réalité que toi tu as de ton côté, parce que je t'ai partagé mon anecdote à moi, mais en tout cas, je veux bien ton avis là-dessus. Ouais, l'ouverture d'esprit, en fait, ça va être ça, et l'agilité et l'adaptabilité. Donc c'est un peu la même chose, hein. Mais on décrit nos environnements, hein. Et c'est pas que par les différences culturelles, même si voilà, en fait, c'est un élément qui est très attractif, hein. Les gens, ils ont envie d'évoluer dans des environnements internationaux. Donc en général, c'est des gens qui ont pas mal bougé. Donc on l'explique, mais on attire aussi très spontanément des gens qui ont déjà eu des expériences assez internationales. Euh,
Mais au-delà de ça, c'est aussi, on est toujours chamboulé par la vitesse. Et donc, quand on parle d'adaptabilité, c'est aussi de se dire, le pas d'ego, c'est bah, ton idée d'aujourd'hui, elle est très bonne, demain, elle est complètement obsolète. Sois prêt à ça et c'est pas grave. Donc voilà. Ou alors, parce qu'on est dans une méthodologie projet, ben t'es censé avoir ton scope, mais en fait, tu sais quoi, c'est pas toi qui va intervenir sur ce projet-là parce que quelqu'un ailleurs a en fait potentiellement plus de valeur à apporter sur ce projet et c'est pas grave, on s'en fiche du scope. Donc il y a vraiment une question de end goal first. Et après, il faut que tu le comprennes et on te demande même pas d'être le meilleur partout, tout le temps, etc. Donc voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Ouais, ça va dans le sens, effectivement, ouverture d'esprit et adaptabilité sont probablement, des bons sous-jacents de la coachability dont peuvent parler certains investisseurs ou certaines, autres personnes. Je suis en train de repenser à ce que tu disais, quand on et de tout ce qu'on est en train de balayer, un petit peu dans votre expérience. Heu, on vient de parler, de la notion de à quel point c'est difficile de conserver la culture dans l'internationalisation. J'imagine que l'intégration d'autres structures, au-delà d'être un autre type de défi, est presque potentiellement plus dur. Parce que je suis en train de réfléchir à ça. On ouvre un bureau en Israël, aux États-Unis ou autre part. Bon, on peut se vautrer sur des recrutements et bah, malheureusement, on apprend en marchant et on essaie de faire notre mieux. L'acquisition, c'est encore un autre exercice parce que la boîte existe, les équipes existent. La plupart du temps, quand c'est bien fait, tout le monde a envie que ça se passe le mieux possible. Mais pour autant, on n'a pas autant de marge de manœuvre, j'allais dire. Donc, qu'est-ce que vous avez appris sur le chemin là-dessus? Comment on fait pour réussir l'intégration d'autres structures d'un point de vue culturel de votre expérience? Ouais, c'est un très bon sujet. Et comme je te le disais, nous, sur les 2 dernières années, on a fait l'acquisition de 4 entreprises. Donc, on s'est confronté à ça. Et notamment donc de l'entreprise Clicktail qui était de la même taille. Donc là, c'était un enjeu particulier parce qu'on est passé du jour au lendemain de 300 à 600. Donc voilà, donc énorme défi. Il y a pas de miracle, hein. Il faut y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire que dans ces process d'acquisition, il y a quand même heureusement une petite période en amont de l'annonce où ben, on va rencontrer des équipes et on peut faire un peu nos audits. Il faut y passer beaucoup de temps. Il faut être hyper curieux, il faut être hyper humble. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a approché. Et d'ailleurs, on n'appelait même pas ça une acquisition, on appelait ça une merger, une combination, en disant on va join forces. C'était vraiment l'approche. Et ce qu'on a fait, et alors c'est drôle parce qu'on était du coup avec leur DRH et moi, on a fait un audit de culture en fait. On a interviewé des key people, donc des membres des directions et puis d'autres personnes historiques de chacune de nos entreprises. Et pareil, on a essayé de comprendre ce que c'était la culture. Et comme je te disais, c'est pas que des valeurs, c'est aussi comprendre du coup comment la culture est décrite, comment elle est perçue, c'est quoi le style managérial, c'est quoi les process de prise de décision, les rituels, quelles sont les personnes qui sont admirées ou successful, pour quelles raisons. Et ça, ça nous a permis de vraiment bien comprendre les différentes cultures d'entreprise et de mettre en lumière finalement les synergies et les écarts. Et après, on est arrivé avec tout ça et on s'est dit, bon, bah, très bien, on a la visibilité. Du coup, ça nous permettra, quand on va faire les annonces et quand on va intégrer toutes nos équipes ensemble, d'avoir des points de vigilance, mais aussi d'expliquer qui on est, d'où on vient, pourquoi on a ces écarts et où est-ce qu'on va se retrouver finalement. Donc ça, c'était hyper important. Et depuis, on a fait ce même process, donc toujours avec cette méthodologie master plan, on met les gens autour du sujet et puis il y a un axe people de comment est-ce qu'on va adresser cet enjeu people dans les intégrations. Le facteur humain, pour nous, c'est la base parce que si ça fonctionne pas, globalement, toute l'expertise va partir avec. Donc, finalement, le côté business ne marchera pas non plus. Et puis après, ça passe par des détails dans les intégrations. Donc, mais on le dit, hein, devil in the details. Tu vois, quand on a fait l'intégration de Clicktel, donc ils avaient leur bureau, ils ont leur bureau à Tel Aviv toujours, mais il a fallu complètement revoir les locaux. Donc déjà, c'est passé par des goodies, la décoration des locaux était hyper importante, les mettre à nos couleurs, y mettre le logo. En fait, il fallait recréer un sentiment d'appartenance aussi. Donc il y a des petits éléments comme ça qui sont assez clés, mais c'est un peu quand on change, comme quand on change de maison, quoi. Il faut donner aux gens les moyens de se réapproprier leur nouvel espace et leur nouvel environnement. Donc voilà, si je peux apporter des éléments de réponse.
Et alors, j'aime bien la métaphore parce qu'effectivement, toute personne, enfin, je pense la majeure partie des personnes qui nous écoutent se sont déjà retrouvées à soit déménager, soit emménager, chez conjoint, conjointe, et on voit ce que c'est, de se dire: «Bon, bah, est-ce que je suis à la maison ou pas?» Il y a une question très, enfin 2 questions très basiques qui me viennent. La première, c'est est-ce que vous avez, refait un tour sur la culture et les valeurs pour les faire évoluer marginalement, notamment quand vous avez, mergé avec Clicktail parce que là, entre guillemets, on était plus dans une intégration d'une structure qui est de taille égale. Donc, peut se poser la question de où est le centre de gravité. J'en sais rien. J'imagine que vous avez pris ça pour des bons. Enfin, vous avez bien pensé à cette question et pris les bonnes décisions pour ça. Et ma deuxième question, c'est est-ce que qui est impliqué dans ce travail-là? Est-ce que c'est essentiellement porté par, les RH et tes homologues des autres structures? Est-ce que c'est essentiellement porté là par, les différentes directions générales? Est-ce que vous travaillez avec des tiers là-dessus? Enfin, comment est-ce que, on fait ça? Donc comme je te disais, on a un partenaire historique, Flyzonet, avec qui on a beaucoup travaillé plutôt pour, l'animation des workshops, ce genre de choses. Sinon, en amont, bien sûr, des intégrations, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. Donc, ça, c'est plutôt le travail d'audit se fait en amont. Donc, évidemment, à ce stade, c'est plutôt les équipes de direction et les équipes people qui sont mis dans la confidence. Après, bien évidemment, comme on a cette approche très collaborative, bah, on implique beaucoup les équipes quand on voit qu'il y a des éléments à aller creuser. Donc, en général, c'est là qu'on les implique, on leur pose la question. Et de toute façon, l'adéquation aux valeurs, on l'assesse un peu tout le temps au moment de l'onboarding. On fait des petites check-in interviews après quelques mois et on leur demande comment ils perçoivent les valeurs de l'entreprise, s'ils se sont connectés ou pas, dans nos pulse surveys. On le fait aussi au moment de nos rewards, tout est basé sur les valeurs. On le fait au moment de nos exit interviews, donc pour les process de départ, pour comprendre s'il y avait eu un gap avec notre culture aussi, et donc on essaie d'assesser ça. Donc voilà, donc finalement, on n'a pas eu à revoir nos valeurs à ce moment-là parce qu'il y a eu une bonne prise finalement. J'étais en train de me dire que, enfin, je suis totalement dans votre famille, de cœur, parce que j'étais en train de me dire: «Bah oui, évidemment, tu peux pas améliorer ce que tu mesures pas et il faut toujours se confronter, à ce vers à un rôle modèle ou à un horizon et que c'est la meilleure manière d'avancer». Mais c'est tout à fait un truc, de de personnalité, de compétiteur, enfin, auquel je souscris totalement. Bon, alors je suis, bluffé de voir le tour qu'on a réussi à faire en 1 heure. Peut-être si on devait, boucler, parce qu'on là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées, et je suis sûr que tu as d'autres endroits dans lesquels tu peux partager, tout ça, mais, heu, ça serait quoi les mots de la fin sur, ces questions de culture, que ce soit juste, consolider une culture ou, la maintenir dans l'hypercroissance, hein? On sait qu'il y a des entreprises, qui nous écoutent qui sont, plus proches de 10-15 personnes et certains qui sont vraiment en phase de grande accélération. Il y a vraiment beaucoup de cas différents et un peu des do's and don'ts, des fails que tu as vus sur le chemin, dont vous avez appris beaucoup de choses. Enfin, est-ce qu'il y a des petites choses que tu as envie de distiller pour synthétiser ou pour ajouter des petits éléments croustillants qu'on n'a pas pu aborder? Donc, j'ai abordé pas mal de choses, mais si je dois le résumer, avant tout, c'est être conscient de qui on est et l'assumer, l'expliquer, le communiquer. Donc, toujours dans un souci de transparence, d'authenticité, d'honnêteté. Et après, si on fait ton petit exercice des don'ts, des do, bah, don't, penser qu'on sait tout. Et donc, le do, c'est se faire aider sur ces sujets d'intégration culturelle, soit l'international, soit de culture d'entreprise. Don't, ne pas forcer les choses. Et le do, c'est être curieux, s'adapter à tout niveau. Don't, penser que c'est évident le sujet de la culture et que notre culture est évidente pour les autres et nos codes sont évidents pour les autres. Et donc le do, y passer du temps, s'appuyer sur ses ambassadeurs, répéter en permanence qui on est et pourquoi on fait les choses comme ça. Et le plus important, ce qu'on disait, c'est incarner. Et donc là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce livre What, What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz, parce que lui, il parle des valeurs versus les vertus, donc values versus virtues. Et c'est vraiment de passer finalement à ces mots versus comment est-ce que tu vas les incarner en réalité par tes comportements et tes actes. Et donc, je pense que c'est la clé. Encore une fois, c'est incarner tout ça. Il en aura écrit quelques-uns, hein, des bouquins pas mal, hein, Ben Horowitz quand même, faut bien le dire. Values versus, virtues, effectivement, c'est un super, repère à garder, en tête, donc les valeurs versus, les vertus. Écoute, Célia, je te remercie beaucoup là d'être, passée, par, le podcast, du Human Factor de Yaniro. Tu connais nos petites traditions, hein, on va terminer sur quelques pistes d'ouverture.
j'imagine qu'en termes de ressources que tu suggères, est-ce que tu suggères le What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz, ou est-ce que tu as d'autres ressources à partager qui te semblent intéressantes à découvrir? Non, bah, celui-ci, il est super, mais je te parlais aussi de Culture Map de Erin Meyer, donc voilà, je l'ai cité un petit peu, plus tôt. Et enfin, tu connais donc notre amour pour le passage de relais et la boucle vertueuse qui ne nous a jamais fait défaut de rencontrons des gens passionnants et demandons-leur qui est-ce qu'il ou elle trouve passionnant ou passionnante, et ça nous permet d'avoir des super invités sur ce podcast. Donc en un mot commençant, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode? Donc, tu as déjà interviewé beaucoup de personnes que je trouve incroyables et je sais qu'on t'a déjà beaucoup cité de gens, donc Sandrine Meunier, chez Cole, Christophe Derniès, Mano Mano, etc. Donc voilà, je vais essayer de te donner quelqu'un d'autre. Et moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Rodolphe Dutel, qui est founder at Remotive.io et justement sur ces enjeux de culture. Donc lui, il a travaillé chez Buffer à l'époque, qui a une culture quand même bien tranchée. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir son prisme là-dessus. Et puis surtout, dans cette culture du remote, qui aussi est passionnante et assez clivante. Aujourd'hui, je pense que ça peut être très intéressant pour toi de lui poser la question de comment il voit les choses évoluer. Allez, Rodolphe, hein, tu auras sûrement un petit message, soit de ma part, soit un petit message de la part de Célia à ton encontre. Tu es, le bienvenu pour, venir parler de ce sujet ou d'un autre dans le podcast Human Factor de Yaniro. Écoute Célia, c'était un plaisir de t'avoir, et je trouve que, on a réussi à aborder un nombre incroyable de choses en très peu, de temps. Peut-être si certaines personnes qui nous écoutent ont envie d'approfondir, c'est quoi la meilleure manière? Est-ce qu'il y a des ressources Content Square à aller chercher? Est-ce qu'on peut prendre contact avec une personne de ton équipe ou avec toi? C'est quoi la manière de prolonger un petit peu pour justement avoir les détails? Bon, faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn, j'essaie de répondre en général, donc c'est certainement le meilleur canal. Ok, c'est bien noté. Bon, écoute Célia, je te remercie encore beaucoup, et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon vent, et puis on se planifiera un épisode quand vous serez passé à 1500, c'est-à-dire quoi, dans un ou deux trimestres. Ouais, exactement. Hier. Allez, salut Célia. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et